chère humanité, chers êtres humains. Ce message vous concerne si vous habitez la planète Terre. Car il parle de vous, de vos enfants si vous en avez, de vos proches, des générations actuelles et futures s'il y en a, ainsi que des millions d'autres espèces, et de notre planète, laquelle nous héberge et qui est à bout de souffle. Et cela, peu importe qui vous êtes, peu importe vos conditions de vie, peu importe vos croyances, les étiquettes et rôles sociaux auxquels vous vous identifiez, ou encore votre couleur de peau. Aujourd'hui, notre survie est plus que jamais menacée, ainsi que celle des millions d'autres espèces avec lesquelles nous habitons cette planète. Les problèmes écologiques tels que la destruction de la biodiversité et la pollution, ainsi que la pauvreté, l'injustice sociale, la criminalité, les guerres et la souffrance généralisée de tous les êtres vivants, font que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer sur ce chemin-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel global à l'humanité tout entière. Je me nomme Florian Piana et je ne suis qu'un simple être humain et habitant de la Terre. Comme vous. Comme nous tous. Et aujourd'hui, je décide de parler dans l'intérêt commun, tant que je le peux encore. En partageant mes connaissances, mes recherches et mes réflexions, dans le but de les rendre accessibles au plus grand nombre. Avec une vision globale, holistique et transdisciplinaire. Car tous les domaines et tous les sujets sont interconnectés. C'est le fruit de plusieurs années de cheminement, de recherche dans divers domaines, de discussions, de réflexions et d'actions diverses. Dans cette série vidéo composée de 5 épisodes fondamentaux, nous parlerons des causes faisant que le monde soit comme il est, c'est-à-dire non durable, des défis que nous devons relever, car nous sommes tous concernés, et surtout, des solutions qui existent et des actions que nous pouvons mener ensemble afin que nous puissions parvenir à co-créer un avenir durable et prospère pour l'ensemble des êtres vivants. Autrement dit, un monde viable et abondant pour tous, dans lequel la paix et l'amour triompheraient. Comme l'enfant qui est en nous, là au fond, toujours souhaité. En faisant de ce rêve-là une réalité physique concrète dans la matière. Nous avons la capacité, les connaissances et les ressources nécessaires pour y parvenir. Tout ce dont nous avons besoin, c'est un peu de volonté et d'action. Cependant, vouloir créer quelque chose de nouveau, qui plus est de durable, sans comprendre l'environnement et le monde actuel dans lequel nous vivons, et sans se comprendre soi-même au sens large, va être très compliqué, si ce n'est illusoire. Cette première étape est donc essentielle. Puis, dans un second temps, nous verrons ensemble les options qui s'offrent à nous, basées sur un choix de vie crucial. Enfin, nous terminerons avec les explications globales en rapport avec ce nouveau paradigme, ainsi que les bases fondatrices que j'estime personnellement être fondamentales pour y parvenir. Le tout avec des solutions concrètes afin que nous puissions aller ensemble vers ce monde meilleur et résoudre la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre. Vous êtes donc priés et défiés de visionner cette série vidéo intégralement. Tel un jeu d'aventure, inédit et mémorable, celui de votre propre vie. Accrochez bien vos ceintures et soyez très attentifs.
Nous sommes nés dans un monde où tout repose sur l'argent, notamment pour que l'on puisse vivre. Si l'on avait vu le jour dans un monde sans argent, et au sens large non marchand, c'est-à-dire sans aucune monnaie ni moyen d'échange, parler d'un monde avec argent et avec un système marchand nous semblerait absurde, voire impossible. Le système marchand et monétaire, qui inclut donc l'argent et tout autre moyen d'échange, est avant tout une simple fiction. En effet, en prenant un peu de recul, on s'aperçoit que c'est avant tout une simple croyance de l'esprit, s'étant par la suite matérialisée, notamment numériquement, et que l'on décide de collectivement alimenter en jouant à ce jeu, lequel profite à un faible pourcentage d'individus. Donc, à chaque fois que nous utilisons l'argent, et au sens large le système marchand, nous le légitimons et nous le faisons exister, en l'alimentant. Tout le commerce mondial est entièrement basé sur la confiance en cette simple fiction. On pourrait appeler cela la fiction marchande ou la fiction commerciale. Le concept de fiction est également valable pour les entreprises, les pays avec leurs frontières, la politique, etc. Et toutes les autres fictions sont également toutes, en majorité, liées au système marchand, au commerce. Il en découle donc, de ce fait, tout un tas d'autres par la suite. Certains pourraient penser qu'il s'agit d'une construction sociale, pas simplement d'une fiction, nous permettant de faire société via des échanges. Sauf que nous n'avons pas consenti à ce système. On nous y a mis de force dès notre naissance terrestre, et cela depuis le commencement. C'est également la même chose avec nos ancêtres. De même pour le système politique, donc pas seulement le système marchand. Le système politique et économique mondialisé dans lequel nous sommes. Bien que, une fois adultes, nous soyons collectivement tous responsables de continuer à alimenter ce système, à alimenter ce jeu. Il peut y avoir des avantages à créer des fictions et ou des constructions sociales, mais il faut comprendre que lorsque nous marchandons, autrement dit que nous commerçons, ça reste avant tout une simple croyance de l'esprit. Et tout repose sur la confiance en cette fiction-là, et ou en cette construction sociale. Même si, je le répète, il ne s'agit donc pas d'une construction sociale. Et nous verrons ça ensemble par la suite, dans l'épisode numéro 2. Mais si jamais c'était le cas, cette construction sociale et ou cette fiction, peu importe le terme, n'est aucunement durable ni profitable pour l'humanité. Chose dite, je vous propose à présent d'entrer dans les détails afin que nous puissions voir ensemble comment la société fonctionne réellement. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. L'objectif de ce système politique et économique mondialisé dans lequel nous sommes est simple. Produire plus pour gagner plus, ou éviter de perdre. Un système avec une gouvernance pyramidale et une économie marchande et monétaire basée sur la compétition, l'endettement, le profit, en particulier le gain financier, la consommation et la surconsommation, ainsi que le pouvoir et l'asservissement. Quand certains gagnent, d'autres perdent, et ces gagnants réels ne représentent qu'1%, si ce n'est moins. 99% sont perdants. Gagnants, perdants. Riches, pauvres. Dominants, dominés. Bourreaux, victimes. Tel est notre système. Nous sommes et avons toujours été en guerre. Du moins, depuis des siècles et des siècles. En guerre économique, financière, psychologique, comme civile et physique par cycle. Et on pourrait également dire en guerre énergétique ou spirituelle, selon les croyances, etc. À ce jour, il est impossible ou quasiment impossible de vivre dans ce monde sans argent ou autre moyen d'échange. La société n'est prospère qu'à la condition de faire de larges profits constants, au détriment de notre santé et de celle de notre planète
qui est notre propre terrain de vie. Le système marchand met en confrontation toutes les entreprises et les nations dans une guerre commerciale permanente. Pour être durable, tout système marchand, comprenant toutes les monnaies et moyens d'échange, implique un niveau d'activité humaine élevé de manière permanente pour générer emploi, salaire, survie, vis-à-vis de la concurrence, etc. Nous vivons donc dans un monde dans lequel nous devons lutter pour pouvoir survivre, en devant pour cela réussir à vendre, afin de parvenir à gagner quelque chose, généralement de l'argent, ou autrement dit de la monnaie, ou via le troc, en échangeant des produits, des services, ou d'autres richesses matérielles, comme de l'or, des biens, etc. Si jamais nous ne parvenons pas à vendre suffisamment, notre survie en dépend. C'est également valable pour ceux qui possèdent beaucoup de richesses, car ils luttent eux aussi pour ne pas les perdre, et ou pour en gagner toujours plus. Cela est valable pour absolument toutes les entreprises, incluant tous les métiers et activités. Que nous soyons entrepreneurs ou salariés, la finalité est la même. Gagner pour survivre. Cela est tout autant valable pour le troc, car le troc fait partie du système marchand, et car le troc nécessite généralement aussi de parvenir à se vendre soi-même pour que la personne avec qui l'on échange ait suffisamment confiance en notre produit ou service. Et ça reste quelque chose de purement marchand et conditionnel. Nous reviendrons sur le troc par la suite, dans l'épisode suivant. Nous sommes donc dans une lutte permanente depuis notre naissance terrestre. Il en résulte de ce fait tout un tas de dérives, ou autrement dit de conséquences, que nous allons observer de plus près dès maintenant. Le système marchand, qui inclut donc toutes les monnaies et moyens d'échange, qu'importe ses réglementations et son mode de fonctionnement, qu'il soit monétaire et ou capitaliste ou autre, consiste donc à marchander, autrement dit à commercer, pour pouvoir survivre. En essayant tant bien que mal de se positionner sur le marché du travail ou le marché financier, en trouvant notamment ce qui est appelé une niche de marché ou un public cible qui sera rentable. À moins d'hériter ou de dépendre de ceux qui ont des richesses, notamment de l'argent. Notons que je ne fais donc pas uniquement référence au modèle capitaliste, qui est lui-même essentiellement lié au système marchand. Car nous pouvons marchander, ou autrement dit commercer, avec une monnaie ou non, et avec un modèle économique de type capitaliste ou pas. Nous reviendrons plus en détail sur ce point par la suite. Lorsque nous décidons individuellement de commercer, car en général si nous voulons survivre et pas que, nous n'avons pas d'autre choix que de jouer à ce jeu, nous nous enfermons collectivement dans un piège infernal, dans un cercle vicieux, et nous le perpétuons. Car qu'est-ce que la société ou le système, si ce n'est la totalité des individus, donc des individualités, qui le constituent? Et cela, en tirant profit de la souffrance et ou des problèmes d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs généralement liés. Commençons par mettre le focus sur le fait que le système marchand consiste à tirer profit de la souffrance et ou des problèmes d'autrui. Nous parlerons ensuite des désirs ou besoins qui sont généralement liés. Plus il y a de souffrance, notamment mentale, et ou de problèmes à résoudre, plus il y a de gains et de contrôle. Et s'il y a moins de souffrance et ou de problèmes, il y aura forcément moins de clientèle, donc moins de profit. Ce qui débouchera automatiquement sur une crise économique et financière, chute des marchés, licenciements, faillites, chômage, suivi d'une crise sociale et sanitaire, exclusion sociale, pauvreté, maladie, décès, suicide, vol, etc. Car tout est basé sur la consommation et la surconsommation. S'il n'y a plus de consommateurs ou moins, l'entreprise en question s'effondre, comme le système lui-même. Et nous sommes à la fois tous consommateurs et entrepreneurs ou salariés d'une entreprise.
et cela dans à peu près tous les secteurs, incluant tous les métiers et activités. Que ce soit les métiers de coach en tout genre, les thérapeutes, psychologues, les industries en tout genre, notamment le pharmaceutique et le médical, ou encore les industries alimentaires, en particulier avec la malbouffe, l'armement, les élevages intensifs, les vendeurs de drogue, le travail forcé, le braconnage et l'utilisation d'animaux à des fins de divertissement, corrida, cirque, zoo, etc. Les trafics d'humains et d'animaux, mais aussi les artisans, etc., etc. De même pour les médias, en particulier les grands médias de masse traditionnels, mainstream, dont le but principal est là aussi le profit, en n'apportant aucune vraie solution pour le bien-être du vivant et de la planète. En plus de l'ingénierie sociale, comme le fait de pouvoir manipuler l'opinion publique. Car ils sont tout simplement financés pour dire certaines choses, ou au contraire, ne pas dire certaines choses. Rien qu'à voir en France, où il y a 11 milliardaires qui détiennent tous les grands médias. Les principaux médias mainstream. De même pour le reste du monde. On aspire donc sournoisement au maintien de nombreux problèmes et au maintien de la souffrance, en tirant profit, ou autrement dit avantage. Que ce soit conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire. C'est tout simplement le cœur même de ce système. Système qui s'en réjouit, pour un meilleur contrôle sur autrui également, au niveau mental et financier, au profit de quelques individus. Posons-nous cette simple question. Quel intérêt y a-t-il à ce que la population soit heureuse et en bonne santé dans un système qui se nourrit précisément de sa maladie et, au sens large, de ses problèmes et de sa souffrance? Valable pour l'autonomie, notamment alimentaire, et bien d'autres choses. Rien qu'à voir comment certaines personnes se sont enrichies plus que jamais grâce, et je dis bien grâce, aux événements mondiaux qui se sont déroulés entre 2020 et 2022. Et bien sûr, ce n'est qu'un exemple, car cela est valable en tout temps, pour tout événement et période. Chose dite, voici un dicton facile à retenir. Un patient de guéri et ou un problème résolu égale un client de perdu. Valable pour quasiment tous les métiers et activités. De même pour les besoins ou désirs généralement liés. En plus de la question de faire du profit en tirant avantage de la souffrance et ou des problèmes d'autrui, le charlatanisme et l'escroquerie ne sont pas anodins, qu'importe le domaine d'activité. Bien entendu reliés au système marchand et à son fonctionnement qui favorise ce type de choses. Ce système que nous alimentons collectivement est donc, comme nous pouvons le voir, profondément pervers. Même si certes, pour donner un exemple, un psychologue, coach ou autre peut aider ses patients, mais ne résoudra pas le problème de fond de la majorité des patients, qui est le système en lui-même, créant tous ces états de névrose et ces problèmes de santé de par la loi de cause à effet et ou de par un ou des éléments déclencheurs, pouvant influencer nos émotions et nos comportements. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler sur nous, mais que des facteurs déterminants existent bien, environnementaux, sociaux et systémiques, en faisant en sorte qu'ils s'adaptent à une société elle-même malade, tout en sachant pertinemment qu'ils dépendent de leurs souffrances ou de leurs problèmes, pour pouvoir survivre en faisant du profit. Je cite, « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. » Jiddu Krishnamurti. Un monde dans lequel on fait passer la lucidité de cœur pour de la névrose et l'aliénation comme la norme. Un monde dans lequel tout est inversé et perverti. La majorité des états dépressifs sont reliés,
de par la société inadaptée et profondément malade. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler sur nous, je le répète. En d'autres mots, nous essayons de solutionner des problèmes que nous créons de base nous-mêmes et ou que nous maintenons en grande partie en alimentant ce système qui en est donc majoritairement à l'origine. L'exemple du psy ou du coach est valable pour d'autres, ce n'est qu'un simple exemple. Et je précise qu'il ne s'agit aucunement d'un jugement, simplement d'une constatation et, disons, d'une analyse sociale et systémique. Ce qui est mis en lumière ici, c'est bel et bien le fonctionnement du système. Pour reprendre l'exemple du psychologue ou du coach en tout genre, ils font bien sûr un travail formidable. En tout cas pour certains. Car, encore une fois, l'escroquerie et le charlatanisme ne sont pas anodins, notamment dans ce type de milieu. Ce sont des métiers qui sont très importants et très intéressants à étudier notamment, et qui resteront bien évidemment aussi dans un nouveau système et un nouveau monde. Que ce soit pour comprendre le cerveau humain, les émotions, que ce soit pour atteindre des objectifs, notamment lors de compétitions sans qu'il y ait d'argent en jeu, en cas de traumatisme, en cas de période de deuil. Or, dans un monde sans argent, et au sens large non marchand, nous ne dépendrons plus de la souffrance des autres et ou de leurs problèmes ou encore de leurs besoins ou désirs généralement liés pour pouvoir pallier notre survie. Là est toute la différence. Dans le monde actuel, une entreprise doit faire du chiffre d'affaires pour exister. Dans ce nouveau paradigme, la survie serait assurée pour tout le monde. Peu importe le nombre de consommateurs d'un produit ou service en question. Tout le monde vivrait dans l'abondance. Cela est valable pour la totalité des métiers et activités. Comme par exemple un plombier, un coach, un médecin, un artiste, etc. Et s'il y a moins de consommateurs et au sens large de travail dans tous les secteurs d'activité, ça ne pourra qu'être bénéfique pour toute l'humanité. Et ce sera justement quelque chose à favoriser. En comparaison au système actuel qui fonctionne donc à l'extrême opposé. Nous développerons ce point ensemble dans les épisodes suivants à propos de comment est-ce que ça serait justement dans un système et monde différent. À la seule exception des êtres humains exerçant un métier qui est rémunéré par l'État du pays en question, communément appelés les fonctionnaires, tels que les pompiers et les policiers, par exemple, qui, eux, sont dans tous les cas payés dans le système actuel, même s'il n'y avait pas ou plus de problèmes et ou de souffrances, ou encore de besoins ou désirs, généralement liés, de sorte à notamment assurer la sécurité. Du moins sur le papier, pour ce qui a trait aux forces de l'ordre. Nous reviendrons sur cela dans les épisodes suivants. Tout métier ou activité qui, en apparence, ne tirerait pas profit des problèmes et ou de la souffrance d'autrui, comme par exemple un petit commerce local alimentaire, un restaurant sain en dehors des fast-foods, les métiers d'art ou encore un coiffeur, sont également deux parties dans cette immense course contre la mort. En soi, dans cette compétition généralisée, en devant vendre pour survivre, tout en sachant que tout le monde ne survivra pas. Du moins, beaucoup d'êtres humains survivront peut-être, mais en vivant dans la précarité extrême, le stress et la maladie, avec des conditions de vie infernales, le tout avec une espérance de vie qui sera bien souvent inférieure à la moyenne, qui est d'environ 80 ans, à ce jour, en l'an 2023. Concurrence, gagnant-perdant, engendrant une guerre de tous contre tous. De plus, on pourrait donc dire que nous tirons également tous profit des besoins et ou des désirs d'autrui. Cela est également au cœur du système marchand. Évoquons désormais ce qui a trait aux besoins et désirs.
un consommateur peut consommer un produit ou un service afin de combler un besoin ou désir, lequel sera bien souvent créé par la société, comme par exemple la tendance, en voulant posséder le dernier objet à la mode, ou l'industrie du divertissement, ou par addiction. Ou encore par conditionnement social, culturel, etc. La publicité et le marketing y jouent évidemment beaucoup. Mais aussi par manque d'autonomie, comme par exemple les taxis, qui dépendent du besoin que les autres ont pour se déplacer, dans l'espoir qu'ils utiliseront leurs moyens de transport indépendants. De même pour les services de livraison, les commerces en tout genre, les restaurants, les coiffeurs, les métiers d'art, etc., etc. C'est valable pour absolument tout. Donc lorsque nous commerçons, nous ne tirons pas nécessairement profit d'un problème et ou d'une souffrance, bien que ce soit majoritairement le cas, mais aussi des besoins et désirs des autres. Mais un besoin ou désir peut tout autant être ou devenir un problème et ou une souffrance, si jamais on ne le comble pas. Comme par exemple le fait que ce système et son fonctionnement n'a aucun intérêt à ce que les individus qui le constituent, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population mondiale, soient autonomes, et donc émancipés, en diminuant leurs besoins ou désirs qu'ils parviendraient à combler par eux-mêmes ou différemment. Exemple, un écolieu ou une communauté autonome indépendante. Ou encore, qui ne serait plus nécessaire pour eux. Exemple, les objets à la mode ou autres. En ayant de ce fait moins de problèmes et ou de souffrances. Le fait de tirer profit des besoins ou désirs d'autrui est donc généralement lié au fait de tirer profit des problèmes et ou de la souffrance d'autrui. Pour revenir sur l'exemple donné, l'autonomie globale irait bel et bien à l'encontre du fonctionnement de ce système. Car ça déboucherait sur les éléments préalablement abordés, c'est-à-dire la chute de ce système politique et économique mondialisé, et des crises en tout genre. Car tout est basé sur la consommation et la surconsommation, je le répète, ainsi que sur la dépendance, laquelle est à distinguer de l'interdépendance. Nous approfondirons ce point-là par la suite dans les épisodes suivants. Puis aussi, le fait de tirer profit de la souffrance des employés en capitalisant dessus. Car toute entreprise n'existe que de par ses employés, à moins d'être indépendant, et inutile de préciser que la majorité des employés de toute entreprise sont généralement sous-payés et ou dans un métier ne faisant pas sens pour eux, communément appelé job alimentaire, mais qui paient leurs factures et parfois même pour les employeurs eux-mêmes. Notons que ladite création d'emplois est en réalité un piège destructeur de mise en esclavage. Et ce système est en lui-même conçu pour que ça le soit. On peut dire que l'esclavage n'a en réalité jamais été aboli, il a tout simplement été transformé par l'asservissement de la dette et des impôts, entre autres. Entre autres car, en plus de la dette permanente et des impôts, l'esclavage existe bel et bien toujours partout dans le monde, notamment le travail forcé, incluant le travail des enfants et la prostitution, mais aussi les trafics d'humains et d'animaux, qui touchent des millions d'êtres humains et d'animaux partout dans le monde, qui se voient perdre la vie en tant qu'esclaves sexuels et ou pour utiliser et revendre leurs organes et autres sur le marché, etc. Comme brièvement illustré précédemment. Et on pourrait même affirmer que l'esclavage par la force n'a jamais cessé de croître, avec 40 millions d'êtres humains touchés en 2016, principalement des femmes et des enfants, ainsi que le travail forcé faisant partie de l'esclavage, qui touche 160 millions d'enfants dans le monde en 2020, c'est-à-dire environ un enfant sur 10, soit 8,4 millions de plus qu'en 2016. Concernant le trafic d'enfants, environ 3000 nouveaux enfants seraient victimes chaque jour de trafiquants, représentant des millions dans le monde. Les gains issus du trafic humain, en particulier celui des femmes et des enfants, atteindraient jusqu'à 10 milliards de dollars par an, selon les évaluations faites par l'Organisation internationale des migrations. Ces victimes réduites au silence et traitées comme des esclaves deviennent alors objet d'un commerce illicite et immoral.
Et ces études sont donc loin de référencer le nombre réel, car finalement, l'esclavage moderne, quel que soit l'âge, le sexe et les conditions, touche donc la quasi-totalité de la population mondiale par l'asservissement de la dette et des impôts, qui nous contraint depuis notre naissance terrestre, qui plus est, dans des états totalitaires selon la zone. Nous reviendrons sur cela par la suite. Sans parler du prétendu pouvoir d'achat, qui est une illusion. Une illusion masquant cette mise en esclavage moderne consentie, profitant à une élite, et qui ne fait que diminuer avec l'inflation. Pendant que les plus riches s'enrichissent d'année en année, au détriment des plus pauvres, qui ne font généralement que s'appauvrir, en s'endettant encore et encore. Ce qui a pour effet de créer une société de plus en plus divisée, dans laquelle les inégalités de revenus et de patrimoine sont de plus en plus flagrantes. De plus, le système marchand crée tout un tas de métiers inutiles, voire nuisibles, qui représentent bon nombre de métiers, bien qu'ils aient certes leur utilité dans le système marchand. Je précise, dont certains qui sont souvent basés sur le business de la peur. Tels que commercial ou vendeur, banquier, assureur, notaire, huissier, rentier, métier du marketing, promoteur immobilier, caissier, conseiller financier, ou encore la prostitution, qui par ailleurs serait un des métiers les plus vieux des temps, dès l'invention de la monnaie, et cela par nécessité de survie. Ce qui est finalement le cas pour beaucoup d'autres métiers également, etc. Même si ces métiers cités ont certes leur utilité dans le système marchand, je le répète. Mais utile ne veut pas dire moral. Et je précise qu'il ne s'agit ici aucunement d'un jugement, simplement d'une analyse sociale et systémique. On pourrait également dire qu'il s'agit d'une critique constructive visant à améliorer le monde dans lequel nous vivons, et ça passe donc bel et bien par pointer du doigt de manière bienveillante et respectueuse ce qui ne va pas. Surtout que la plupart des gens qui travaillent dans ces métiers ne sont pas épanouis. Ils sont sous-payés, ils ne sont pas heureux. Donc si jamais vous travaillez dans un ou plusieurs de ces métiers-là, sachez qu'il ne s'agit aucunement d'un jugement. Et pour tout vous dire, je suis moi-même dans l'un de ces métiers, puisque je suis dans le domaine de la communication. C'est mon domaine, disons, principal d'expertise. Notamment le marketing qui est relié. Même si dans un système marchand, tout métier et activité est finalement basé sur du marketing. Puisque même un artiste doit savoir se vendre, doit savoir vendre ses arts. De même pour le métier de commercial ou de vendeur, comme tout entrepreneur et salarié l'est en réalité. Car oui, dans ce système-là, tout repose sur la vente et le marketing. Nous sommes en effet tous notre propre commercial, à moins de déléguer cela à quelqu'un, bien qu'un entrepreneur qui déléguerait cela le serait probablement encore dans d'autres cas, comme pour trouver des investisseurs, etc. Donc voilà, c'est très important de comprendre ça. Dans un nouveau monde non marchand, ça ne veut pas dire que ces métiers n'existeraient plus, mais ils seraient peut-être transformés. Pareil, il y aurait également la possibilité qu'il y ait de nouveaux métiers qui naissent, qui voient le jour, selon les besoins réels de l'humanité et de manière durable. De même pour tous les autres métiers ou activités, qui disparaîtraient ou qui verraient le jour. Et concernant les métiers liés à la communication et au médiatique, c'est pareil, ça pourra très bien rester dans un monde non marchand, mais sans tout ce qui est rattaché de manière négative. Le fait également que tout soit basé sur le fait de chercher à publiciter les produits et les services pour qu'il y ait beaucoup de consommateurs. Donc par exemple, les métiers liés à la communication et au médiatique pourront rester dans un nouveau monde non marchand pour par exemple parler de nouvelles avancées scientifiques, communiquer sur une nouvelle technologie ou peu importe. Nous reviendrons sur ce point par la suite dans les épisodes suivants. Il est également important de noter et de comprendre que ce n'est pas directement l'argent, ou autrement dit la monnaie, qui intéresse les gens, mais ce qu'il permet d'obtenir. Acheter de la nourriture, pouvoir se loger, être plus libre dans ce monde actuel, etc. Sans argent et sans système marchand, tous ces besoins-là seraient automatiquement comblés.
Puis dans un système marchand, tout type de métier et d'activité puise et puisera toujours dans les ressources de la planète. Et une croissance infinie dans un monde aux ressources finies est impossible. Et cela ne peut que créer des dérives, telles que la surconsommation et le gaspillage inconsidéré de nos ressources, la pollution massive, la multiplication des déchets, l'extinction de milliers, voire millions d'autres espèces, couplée à la déforestation causée par l'être humain, etc. De même pour l'épuisement des ressources annuelles renouvelables et non renouvelables, qui s'épuisent donc très rapidement à chaque début de nouvelle année, de par cette production et consommation effrénée. Qui plus est, avec la production de biens qui seront rapidement obsolètes. En effet, il existe une dizaine de techniques d'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée consiste à volontairement limiter la durée de vie d'un produit pour inciter à la consommation, notamment en cachant en population des inventions brevetées, comme par exemple l'énergie libre, en les classant souvent secret défense et ou en noyant les informations, car cela ferait perdre des milliards d'euros au gouvernement et aux autres entreprises. Notons qu'il ne s'agit pas de suppositions, mais de faits vérifiables. Cette logique n'est de ce fait aucunement durable, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement et tout le vivant. Notre planète a des ressources limitées, et il est impossible de continuer à consommer de manière illimitée, sans mettre en danger notre environnement et la qualité de vie des générations actuelles et futures. Tout cela est tout simplement tragique et inacceptable, pour ne pas dire criminel. Ensuite, car non, ce n'est pas totalement fini, commençons premièrement par résumer ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons vu que nous sommes donc tous en guerre les uns contre les autres, en particulier au niveau commercial, depuis notre naissance terrestre, que nous devons lutter pour pouvoir survivre, en devant pour cela réussir à vendre, afin de gagner quelque chose, généralement de l'argent, ou autre, via le troc, que nous devons produire toujours plus pour faire plus de profit, ou éviter de perdre, au détriment de tout le reste, que nous tirons tous avantage des problèmes et ou de la souffrance d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs, généralement liés, car nous en dépendons, couplés à toutes les autres dérives que ce système crée, dont la destruction de la biodiversité. Ce constat tragique est déjà bel et bien suffisant pour vouloir co-créer autre chose, me diriez-vous peut-être. Chose à laquelle je vous répondrai oui, en effet. Mais au-delà de tout ça, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un but ultime à ce système. Et nous allons le découvrir ensemble dès maintenant. Au-delà de tout ça, le but ultime de ce système, politique et économique mondialisé, est en réalité le suivant. Accrochez-vous bien. Enrichir le capital au profit d'un petit groupe d'individus. Précisons d'entrée de jeu que ce qui est évoqué ici, ce n'est pas le capital de n'importe quel être humain du peuple qui aurait une entreprise et dont le but serait de faire du profit pour pouvoir survivre et aussi pour pouvoir se développer, puis payer ses éventuels collaborateurs, investir, etc. Ce qui est évoqué ici, c'est le capital des États, ou autrement dit des gouvernements, pour n'importe quel pays, ce qui est complètement distinct. On pourrait donc appeler cela le capital étatique. Étatique, car appartenant à l'État, l'État du pays ou de la zone en question. Le capital étatique est toute la richesse créée au sein d'une population, également appelée PIB, produit intérieur brut, du secteur en question. Les États, ou autrement dit les gouvernements, sont des corporations fictives rattachées à un numéro SIRET, qui sont en fait eux-mêmes des entreprises. Rien qu'à voir la France sur l'INSEE, République française, présidence.
Donc, en tant que citoyen, vous travaillez pour des entreprises que sont les États, en payant vos impôts qui vont dans les dettes de ces mêmes États et dans les dettes des banques mondiales. Et en faisant du reste de votre argent ce qu'ils veulent, notamment en finançant les guerres, tout en ayant par la même occasion le contrôle et la domination sur vous. Mais en vous vendant l'idée qu'ils sont là pour votre bien. Ainsi que quelques milliardaires, incluant les banques, qui sont au pouvoir. Banque mondiale qui crée l'argent à partir de rien, contrôle les sommes mondiales et finance les États. Le système marchand tout entier est basé sur la dette. Donc cela est normal qu'il y ait des dettes. Il ne peut en être autrement, mais dans ce système marchand-là, s'il n'y a plus de dettes via les prêts bancaires, il n'y aurait plus d'argent. Car environ 95% de l'argent en circulation dans le monde est fictif, dans le sens où il est immatériel. Je ne parle pas ici de la fiction du système marchand, que nous alimentons collectivement, qui est donc une simple croyance de l'esprit, ayant pris vie, comme nous l'avons vu au départ. Autrement dit, environ 95% de l'argent mondial n'existe pas matériellement. C'est en réalité de simples données numériques, communément appelées monnaie scripturale, créées par les banques à partir de rien, ou de très peu. Et cela est légalisé, en pouvant prêter 9 fois ce qu'elles possèdent, voire plus, et ou en empruntant aux grosses banques mondiales, pour ensuite gagner des intérêts sur de l'argent qu'elles n'avaient de base pas. Tout cet argent existe donc de par les prêts bancaires, qui ont donc préalablement été accordés et créés. Cet argent ne repose sur rien, pas même sur l'étalon or, simplement sur la confiance des populations en cette monnaie, qui est encore une fois avant tout une croyance, autrement dit une fiction, que nous alimentons. Seulement 5 à 10% de tout l'argent mondial est matériel, communément appelé monnaie fiduciaire, incluant les billets et les pièces. La dette mondiale est estimée à plus de 300 000 milliards de dollars en 2023. C'est le peuple lui-même qui rembourse les dettes des banques mondiales et des États sur des siècles, en ayant une dette sur le dos dès sa naissance terrestre. En effet, en divisant la dette d'un pays par son nombre d'habitants, nous obtenons le montant de la dette par habitant. Par exemple, en France, la dette du pays par habitant est d'environ 44 000 € en 2022, car la dette s'élève à 3 000 milliards d'euros pour 68 millions d'habitants. Puis bien sûr, sans parler de nos propres dettes personnelles qui viennent s'ajouter via les nombreux emprunts et ou via les impôts versés, notamment après les guerres où nous payons nous-mêmes les pots cassés. Et c'est bien évidemment voulu pour appauvrir les populations, enrichir le capital de cette même élite, tout en instaurant de nouvelles lois par la même occasion, notamment au cours de la période du XXe siècle. Notons que changer le fonctionnement du système de création monétaire n'enlèvera pas tout un tas d'autres dérives causées par le système marchand. Système dans lequel nous avons été mis de force dès notre naissance physique dans cette réalité, sans notre consentement, mais celui de nos parents, via l'acte de naissance obligatoire, telle une secte mondiale. C'est-à-dire dans ce monde commercial, lequel fonctionne avec la monnaie dette. La monnaie dette est la monnaie mondiale utilisée, qu'importe la devise, dont l'euro, le dollar, etc., suivie de l'obéissance aux lois de cette même élite, en particulier les banques commerciales privées, dont le but est le profit, et tirant son pouvoir grâce à l'argent qui contraint le reste des êtres humains, par contrôle mental et financier, incluant les armées, les policiers et les tueurs engagés, pour avoir le chèque, et ou, en pensant faire le bien, dans ce système de gouvernance pyramidale. En commettant une grave violation de le droit naturel d'être vivant libre, d'origine humaine, via la contrainte et la tromperie. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, vous trouverez quelques sources et informations à l'écran. Ce sont donc des entreprises privées qui contrôlent le monde et qui ont le pouvoir sur les États. En tout cas, à ce jour, en l'an 2023.
Bien que les États soient donc tout autant des entreprises, mais les banques sont au-dessus. Détail. Elles créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits à partir de rien. Et elles sont autorisées à acheter des biens immobiliers, etc., en s'autofinançant, toujours à partir de rien ou de très peu. Afin d'accumuler davantage de richesses, et notamment de biens matériels de valeur, au-delà de l'argent. Les petites et moyennes banques sont aussi autorisées à emprunter aux besoins, aux grosses banques, ou directement aux États. Car si jamais elles font faillite, c'est le chaos social assuré. Donc les États, pour éviter cela, les financeront et s'endetteront. Puis c'est ensuite le peuple qui paiera. Et en cas de prêt non remboursé par les populations, la banque prendra des hypothèques, biens immobiliers, véhicules, etc., donc s'enrichira et possédera toujours plus de ressources pour un meilleur contrôle global. Ou bien la prison pourra advenir pour celui ou celle qui refusera de rembourser. Elle exerce donc qu'on lui rende quelque chose qu'elle n'avait pas. Majoré d'un intérêt pour le service rendu. Service rendu? Non. Nous sommes plutôt contraints de jouer à ce jeu. La loi, ou plutôt leur loi, protège donc ces privilèges-là en légalisant le tout. En gros, les banques font ce qu'elles veulent en ayant conçu les règles du jeu qui leur sont profitables. De ce fait, s'il n'y avait plus de dettes car tout le monde les rembourserait, et que plus personne ne ferait d'emprunt, il n'y aurait plus du tout d'argent en circulation. Billets, pièces, comme numériques, avec tous les comptes en banque qui seraient vides. Il en suivrait une grosse crise économique, car en plus que tout repose sur la consommation et la surconsommation, tout repose donc également sur la dette. Donc dans ce système politique et économique mondialisé, sans dette, il n'y a pas d'économie possible. Une fois un prêt remboursé, l'argent du prêt est détruit en un clic, aussi facilement qu'il a été créé, appelé la masse monétaire, mais les banques se gardent les intérêts. Et tout remboursement de prêt nécessite pour cela, là encore, toujours plus de croissance économique. Autrement dit, toujours plus de gains et de profits, au détriment de tout le reste. Le but, enrichir l'oligarchie financière, ce petit groupe d'individus. Vous connaissez à présent, si ce n'était pas encore le cas, le but ultime de ce système, politique et économique mondialisé, et comment la monnaie mondiale est créée, ainsi que le fonctionnement du système marchand et toutes les dérives qui en résultent. Je cite, « Si la population comprenait le système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Henry Ford. Et une autre passage, « La planète, c'était un jardin, c'est devenu un magasin. On avait un monde à vivre, on en a fait un monde à vendre. » Anatole Macaire. Nous en sommes même arrivés à monnayer la mort des êtres humains, via les funérailles, etc. En plus de tout le reste, notamment des ressources de la planète. Tout cela est-il acceptable? Objection. L'argent est un outil ou une énergie. C'est à chacun de l'utiliser correctement. Avant tout, prenons ma propre histoire personnelle. J'ai longtemps pensé que l'argent était mauvais, en étant né dans une famille avec pas mal de problèmes financiers, mais sans aller chercher la contradiction et sans me pencher sur le sujet. On pouvait donc dire que c'était simplement une croyance personnelle, notamment limitante. Puis, j'ai entrepris des choses, j'ai créé ma propre entreprise, et donc forcément, j'ai dû casser mes blocages sur l'argent pour pouvoir me vendre, tout en essayant d'apporter de l'aide et de la valeur, et en vivant de mes passions. Chose réussie en étant parti de zéro ou presque. Bien que partir de zéro est finalement assez subjectif, et ça veut à la fois tout et rien dire, mais de mon côté, voilà, je n'ai personnellement jamais connu la rue, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais par exemple beaucoup d'entrepreneurs, d'êtres humains qui vivent de leur passion, etc., ont connu avant cela la rue, qui sont vraiment pour le coup partis du plus bas. Mais voilà, on peut toujours partir de plus bas, et je tenais vraiment à faire cette précision car je trouvais ça important.
Parenthèse fermée. Or, depuis plusieurs années maintenant, tout en ayant créé mon entreprise et en vivant de mes passions, un conflit intérieur naissait de plus en plus, car je me rendais compte que quelque chose clochait. Donc je me suis longtemps dit que le monde était ainsi, par rapport à l'argent, qu'on ne peut pas changer cette règle-là, et donc que si chacun l'utilisait correctement, il n'y aurait pas de problème. C'est comme une hache peut être utile pour couper du bois, ou bien pour tuer quelqu'un. Jusqu'à que j'aille chercher la contradiction, en allant faire justement des recherches poussées sur le système marchand et monétaire, et sur l'humain de manière générale, basées sur des études, un constat global. J'ai discuté avec beaucoup d'êtres humains dans tous les domaines, que ce soit physiquement ou à distance. J'ai également fait mes propres recherches, cheminé intérieurement, par rapport à mes propres réflexions, etc. Et j'ai aussi consommé beaucoup de contenu en tout genre pour vraiment m'intéresser à tout. Et on dit que la vérité naît de la contradiction en allant chercher la contradiction, que ce soit en sciences, en médecine ou peu importe. Également appelée la dialectique. Certes, les faits peuvent évoluer et les progrès évoluent en permanence. Mais je doute fortement que l'on puisse remettre cela en question. Ce qui est abordé ici, ce n'est pas simplement une idéologie ou encore un point de vue personnel, mais un constat factuel. Je n'étais pas allé à la racine des choses, en comprenant le système marchand lui-même, et qu'en réalité, penser comme ça est erroné. L'argent, ou tout autre moyen d'échange, n'est ni un outil, ni une énergie qui s'avérerait être neutre. J'insiste sur le terme neutre. À échelle individuelle, c'en est peut-être un, malgré les facteurs déterminants, environnementaux, sociaux, systémiques, psychologiques, etc. Mais à échelle collective, c'est une fin. Donc marchander, via une monnaie, le troc, ou tout autre moyen d'échange, est bon et mauvais à échelle individuelle, malgré les facteurs déterminants, mais collectivement, ça ne peut qu'être mauvais, et donc non neutre. Pas d'argent égale pas de vie humaine possible, à moins de dépendre de ceux qui en ont ou d'hériter. Cela est valable pour le troc ou tout autre moyen d'échange. Car la survie dépend du gain et du profit, aussi minime soit-il. Le fait de devoir gagner quelque chose est d'être rentable. Pour reprendre l'exemple de la hache, nous pouvons l'utiliser pour couper du bois ou bien pour tuer quelqu'un. Or, nous ne dépendons pas de la hache pour notre survie. Ça reste bel et bien un outil. Nous pouvons utiliser autre chose pour couper du bois, ou pour nous réchauffer, ou encore construire quelque chose avec un autre matériau que le bois, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas du système marchand, incluant l'argent et tout autre moyen d'échange. Nous en dépendons. Ça dépasse donc la vie. On pourrait tout de même se dire que ça reste un outil auquel nous nous sommes rendus collectivement dépendants. Oui et non. Oui, car nous sommes collectivement responsables de continuer à commercer, une fois adultes, même si nous n'avons pas donné notre consentement de départ, car on nous y a contraints depuis notre naissance terrestre. On ne nous a pas laissé le choix. Et non, car ce soi-disant outil ne peut que nous en rendre dépendants. Il va essentiellement au-delà de l'existence humaine, ainsi que de nos droits et libertés. Autrement, il n'a plus d'utilité. Ça en devient donc une fin. Personnellement, je ne vois pas comment nous pourrions continuer de commercer, à moitié ou au strict minimum, sans qu'il y ait les mêmes dérives qui perdurent, ni comment mettre en place un système de ce type, et quel intérêt y aurait-il à faire cela. Nous développerons ce point ensemble par la suite, dans les épisodes suivants. De plus, comme nous le verrons plus en détail dans l'épisode suivant, la monnaie et le commerce auraient à la base été créés pour asservir et s'approprier des territoires, en rémunérant des soldats pour y parvenir. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui, qu'importe ce que l'on peut dire ou penser du passé. La monnaie et le commerce ne peuvent donc pas être des outils neutres. Tout comme le pistolet à feu, son unique fonction et principe même de création est de pouvoir tuer. Du moins, de pouvoir tirer pour ainsi pouvoir atteindre une cible dont l'objectif est de l'affaiblir et ou de la tuer. Il en va de même pour l'argent et le système marchand.
à échelle collective. Sous-entendu, commerce ou bien tu crèves. Du moins dans l'immense majorité des cas. Et puis, il ne suffit pas juste d'accepter de se prêter au jeu du commerce. Encore faut-il parvenir à faire suffisamment de gains et de profits, aussi minimes soient-ils, pour pouvoir pallier notre survie et éventuellement aussi celle de nos proches. C'est donc par essence un outil non neutre, ou plutôt un moyen, de contrôle et d'asservissement, dépassant la justice et qui corrompt tout. L'argent est au pouvoir, engendrant guerre en tout genre, depuis toujours. De plus, la dette est intégrée au cœur de tout système marchand. Et cela, de notre naissance à notre mort. À notre mort dans cette réalité physique terrestre perceptible. Enfin, l'argent et au sens large le système marchand est un moteur d'individualisme et de compétition généralisée. D'autre part, il est un élément de déséquilibre social profond, un moyen de corruption, une arme de domination. Il offre ce pouvoir de plus ou moins contrôler et manipuler les autres. Précision. L'individualisme évoqué dans ce contexte-là consiste à se concentrer uniquement sur ses propres besoins, sans prêter attention à ceux des autres, ainsi qu'à la répercussion de ses faits et gestes, notamment liés à un égoïsme démesuré. L'individualisme en lui-même est quelque chose de bon si contrôlé, qui se rapproche de la souveraineté et de l'autosuffisance, afin de ne pas dépendre des autres pour vivre, du moins d'en dépendre le moins possible, et cela est parfaitement compatible avec un système d'organisation globale entre individus, prêchant l'union souveraine, l'entraide et la liberté, tout en ayant son indépendance. Nous reviendrons sur cela dans les épisodes suivants, car c'est un des points les plus complexes et importants à traiter dans le cadre de la création d'un nouveau paradigme durable et profitable pour tous. On pourrait tout de même encore se dire que l'argent fonctionne par le collectif, qui lui-même est constitué d'un ensemble d'individus, c'est-à-dire vous et moi. Donc si chacun l'utilise correctement, il n'y aurait pas de souci, non ? Eh bien non, c'est une illusion. Cela est impossible. Car encore une fois, le système marchand sera toujours basé sur tous les éléments que nous avons vus jusqu'à présent. Et ce que nous allons continuer à voir par la suite. C'est comme dire que le pistolet à feu ou une autre arme pourrait être fabriqué et utilisé dans un autre but que de pouvoir tuer, si chacun l'utilisait correctement. Ça peut éventuellement aider à maintenir la paix, selon les perceptions de chacun, à se défendre, selon le contexte, pour par exemple repousser un agresseur sans forcément lui tirer dessus, et ça peut aussi être utilisé comme sport de loisir via le tir au pistolet. Mais sa fonction initiale de base est de pouvoir tuer, du moins de pouvoir tirer, pour ainsi pouvoir atteindre une cible dont l'objectif est de l'affaiblir et ou de la tuer. Ce qui touche au loisir a été inventé par la suite, et maintenir ce type de loisir, tout comme les jeux vidéo de guerre, peut par ailleurs désensibiliser à la violence et favoriser la production et le maintien des armes à feu. Je précise qu'ici, dans cet exemple, je mets l'accent sur la fonction primaire du pistolet à feu, en guise d'exemple donc, non pas sur la question éthique ou morale de son utilisation, notamment la légitime défense, via ce moyen-là, selon le contexte, ou encore la chasse, qui sont deux choses encore différentes et qui sont des sujets sensibles et complexes qui doivent être débattus, comme la majorité des sujets finalement. Pour revenir sur la comparaison avec le système marchand, la monnaie peut certes permettre de plus facilement échanger qu'avec le troc, mais la fonction primaire de l'argent, et au sens large du système marchand, est donc d'asservir, de diviser et de contrôler, au profit d'une minorité. En tout cas dans le monde des systèmes actuels. C'est un constat factuel indéniable. Aussi, un système marchand fonctionne et fonctionnera toujours sur la dette et le gain, et éventuellement aussi le profit, aussi minime soit-il. Autrement dit, l'accumulation de richesses, que ce soit via l'argent, le troc, ou par un autre moyen d'échange. Et cela crée et créera, obligatoirement toujours, tout un tas de dérives dans tous les domaines. C'est-à-dire la majorité des problèmes écologiques, sanitaires,
sociaux, politiques, puis bien sûr financiers et économiques, faisant qu'il y a et aura toujours des gagnants et des perdants, ainsi qu'un pouvoir qui se crée et s'alimente bien plus facilement, et un asservissement profitant à une élite, qui n'est possible que grâce à ça, ou en grande majorité, via les contraintes et le contrôle mental et financier, reliés également à d'autres éléments que nous aborderons par la suite. Pour finir, philosopher sur des mots ou des termes est certes intéressant, mais cela peut rapidement nous perdre, fausser notre raisonnement et nous éloigner de l'essentiel. Surtout qu'un mot peut être perçu différemment, selon notre interprétation, notre perception, etc. Il est de ce fait important de rester focalisé sur les faits, car le constat du système marchand qui est devant nos yeux, lui, ne se trompe pas. Je trouvais cependant important d'évoquer cela, car cette question de l'argent et au sens large du commerce, comme quoi ce serait juste un outil ou une énergie, eh bien on le retrouve de plus en plus de nos jours, notamment dans les milieux spirituels. Et voilà, c'est très important de pas tout mélanger et de nuancer et aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Et bien sûr, ça peut être douloureux de le reconnaître. Continuons en zoomant à présent un petit peu plus sur les conséquences qu'engendre ce système. Dans un premier temps, profitons-en pour revenir sur la notion de compétition et de concurrence, ou autrement dit de guerre commerciale. La notion de compétition et de concurrence peut ne pas exister mentalement chez certains individus, selon notamment le domaine d'activité, comme par exemple dans le milieu artistique, si l'on parvient avant tout à changer son état d'esprit, puis à s'associer, que ce soit auprès de nos confrères, partenaires ou amis. Or, ce changement d'état d'esprit, bien qu'il soit utile, louable et éthique, notamment dans ce système-là, ne fait que repousser le problème réel et nous maintenir dans l'illusion. Car le système est bel et bien basé sur la compétition et la concurrence, que ce soit entre nations, ainsi qu'au sein même d'une seule population, en devant vendre pour survivre, tout en sachant que tout le monde ne survivra pas, je le répète. La complémentarité est certes possible, notamment en se spécialisant, mais grandement limitée, si ce n'est illusoire là aussi. Car il y aura toujours des inégalités, des gagnants et des perdants, des riches et des pauvres, engendrant une guerre de tous contre tous, à tous les niveaux, à échelle plus ou moins variable. Il ne peut qu'en être ainsi dans un système conçu pour que ça le soit, de par la loi de cause à effet. Exemple, un producteur de fruits et légumes qui vivrait correctement de ses activités, en réussissant à subvenir à ses besoins primaires et à ceux de sa famille, tout en se partageant plus ou moins naturellement la clientèle du secteur avec les autres producteurs, ce qui permet également de pouvoir nourrir toute la commune plus facilement, surtout s'il s'agit d'une petite entreprise. Jusqu'au jour où un nouveau producteur supplémentaire vient s'installer dans la même zone, puis encore un de plus qui habite la même commune et qui décide de se lancer dans la même activité, et ou une grosse entreprise comme un supermarché qui ouvre ses portes dans le secteur. On se divise le marché, on doit battre les autres, faire des prix plus compétitifs, ce qui passe souvent par de la moins bonne qualité, etc. Ce qui veut donc dire qu'il y aura toujours des faillites, des licenciements, des entreprises devant muter ailleurs, ou des êtres humains devant changer de domaine d'activité, avec une pression économique quasi permanente, incluant la baisse ou l'augmentation des prix, et ou la baisse des salaires, la délocalisation, l'importation et l'exportation de produits venant d'autres pays, car moins chers, liés au système de distribution d'un produit, qui va rendre un produit plus cher, selon le nombre d'individus qui participent à sa création, la diminution de la qualité des produits et services, la recherche sans fin de consommateurs, donc de clientèle, l'augmentation des horaires de travail, ainsi que la taxation à prendre en compte.
Cela est valable pour tout type d'entreprise, de métier, d'activité, de secteur et de pays. Que ce soit des activités en dehors du web ou sur le web. Et tout cela ne peut absolument pas correctement assurer la pérennité de l'espèce humaine, partout dans le monde, au niveau social et sanitaire, santé physique et mentale. Pérennité qui est grandement menacée, de même pour les autres espèces et pour la planète, laquelle nous héberge et qui est à bout de souffle. Néanmoins, la compétition sans argent, et au sens large non marchande, est à différencier de la compétition marchande, avec de l'argent en jeu ou autre. La compétition marchande entraîne donc des guerres, de la corruption, des conflits d'intérêts, des inégalités, de la pauvreté, des millions de décès qui adviennent de manière non naturelle, une soif de gloire et de pouvoir malsaine, etc. Or, la compétition non marchande, entre amis ou sportive, est à différencier de la compétition qui est mise en lumière ici dans ce constat. Puisque la compétition amicale peut nous permettre de nous améliorer, à condition de ne pas envier autrui, ni de se sentir inférieur, à propos de l'estime de soi. Ça peut nous permettre de nous surpasser, et ça peut aussi nous permettre de nous amuser. Mais tout ça est bien distinct. Prenons pour exemple le football, pour ne prendre que cet exemple parmi tous les autres sports, qui est bien distinct avec un jeu entre amis, comparément au football professionnel, national et mondial, qui lui est complètement dirigé par l'argent et qui entraîne beaucoup de dérives là aussi. La corruption, les conflits d'intérêts, ou encore le fait que les joueurs soient considérés comme des objets à vendre ou à acheter. Je passe les détails. Tout en sachant que seulement quelques humains deviendront des joueurs professionnels au détriment de millions d'autres qui ne parviendront pas à en vivre. Cet exemple est valable pour bien d'autres, que ce soit l'industrie musicale, etc., etc. Tout le problème réside donc dans le fait de devoir lutter pour pouvoir pallier sa survie. Pourtant, tout être humain est censé avoir accès aux ressources et à l'abondance, de par nos droits et libertés fondamentaux d'être vivant libre, d'origine humaine. Et la compétition commerciale empêche cela. C'est tout simplement inacceptable. Elle est donc bien plus négative que positive, car, de nouveau, la pérennité de l'espèce humaine ne peut en aucun cas être assurée, ni même la durabilité des écosystèmes et de la biodiversité. Et cela ne permet pas non plus à chaque être humain de pouvoir exprimer son plein potentiel en mettant ses compétences et ses talents au service de l'humanité, entraînant bien souvent de la criminalité, de l'escroquerie, du charlatanisme, ou encore des êtres humains incompétents dans leur domaine d'activité, lesquels ne sont pas aidés par la société pour développer leur plein potentiel, et cela dès l'enfance, avec des écoles inadaptées à la majorité des êtres humains, et non optimisées, dans lesquelles les individus sont conditionnés à penser qu'ils devront s'intégrer sur le marché du travail, battre les autres, et devenir de parfaits travailleurs dociles et consommateurs. Et ou, entraînant bien souvent des êtres humains qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, mais qui essaient juste de tirer leur épingle du jeu. Autrement dit, de s'en sortir. On en revient au fait de devoir trouver un travail pour pouvoir survivre, lequel sera bien souvent inadapté à l'individu, communément appelé job alimentaire, et ou qui sera uniquement exercé pour le profit, pour ne pas redétailler ce que nous avons préalablement abordé à ce sujet. Sans parler de bon nombre d'autres facteurs qui viennent complexifier le tout, tels que les inégalités, la discrimination, les avantages physiques, les avantages géographiques et relationnels, via le réseau à disposition, etc., les divergences intellectuelles, le facteur chance ou opportun, le piston, l'impermanence des marchés financiers en fonction de l'offre et de la demande, etc. Enfin, il est également important de comprendre que la liberté financière ou la réussite financière n'est absolument pas possible pour tout le monde, ni même le fait d'exercer ça ou ses passions. Malgré toute la volonté que nous puissions avoir, il y a bel et bien des facteurs déterminants existants, environnementaux, sociaux et systémiques.
cela est seulement faisable pour un faible pourcentage d'êtres humains dans le monde entier, car le système ne le permet tout simplement pas. De même pour toute croyance qui consisterait à dire que l'on peut attirer à soi toute la richesse que l'on désire, en particulier l'argent, de par l'intention et la pensée, dont la visualisation. Il y a certes une part véridique dans cela, car le pouvoir de l'intention et de la pensée, dont de la visualisation, existe bien, pour l'avoir moi-même expérimenté à plusieurs reprises, en plus de la volonté personnelle de chacun. Or, en tenant compte de tous les éléments abordés précédemment, le fonctionnement du système marchand prend indéniablement et obligatoirement le dessus, qu'importe l'histoire que l'on peut se raconter. C'est donc partiellement un gros mensonge ou un raisonnement inconsciemment faussé, lequel se doit d'être mis en lumière. Car la culture moderne du développement personnel et ou de la spiritualité laisse ouvertement prétendre ce type de choses en niant ou en ne prenant pas en compte les facteurs déterminants existants via la loi de cause à effet. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être rationnellement expliquées, comme les synchronicités par exemple, ou autres. Mais cela reste majoritairement des croyances et de la spéculation, qui ne relèvent en rien de fait. Et de mon côté, tout en étant ouvert à ce type de croyances, je préfère m'en tenir aux faits. En plus de mon bon sens, cœur et intuition, qui me le confirment. Pour reprendre l'exemple précédent du producteur de fruits et légumes, il pourra avoir toute la volonté et les croyances qu'il voudra, en changeant notamment son état d'esprit, en cherchant véritablement à aider et à apporter de la valeur aux autres, en se spécialisant éventuellement, de sorte à se démarquer, ou au contraire à avoir une expertise holistique, le tout en montant ses énergies et vibrations, comme on l'entend souvent. La compétition commerciale sera bel et bien encore là, qu'il le veuille ou non. Lui, tout comme les autres producteurs du secteur. Et de manière globale, tous les êtres humains, qu'importe le métier ou l'activité. Avec une lutte permanente pour la survie, via le gain, ou pour éviter de perdre ce que l'on a, couplé à la dette. À moins d'hériter ou de dépendre de ceux qui ont des richesses, et plus principalement de l'argent. Ainsi que toutes les autres dérives qui découlent du système marchand. Ainsi, en regardant les choses en face, cette croyance ne profite elle aussi qu'à une minorité d'êtres humains, dont beaucoup qui font partie du peuple, qui s'enrichit bien souvent sur le dos des plus démunis, en leur vendant l'idée que tout le monde peut devenir riche, matériellement, et vivre de leur passion, s'ils s'en donnent les moyens dans ce système-là, également appelé la méritocratie. Que ce soit conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire. Face à ce constat irréfutable, le déni peut advenir, également appelé l'effet sourd, car il peut s'avérer douloureux d'oser le reconnaître, ou encore par conditionnement, en pensant que cela est normal. Valable pour diverses autres choses. Si tel est le cas, il est avant tout essentiel de l'accepter, sans se juger ni se culpabiliser, pour ainsi pouvoir en sortir. Dans le but de collectivement parvenir à résoudre cette dérive dans un second temps, en mutant vers un monde réellement profitable et durable pour tout le monde. Si bien sûr, c'est ce que vous voulez. Pour conclure sur la compétition commerciale, celle-ci n'est donc de toute façon qu'un aspect et qu'une dérivée du système marchand, ou autrement dit du commerce, lequel crée tout un tas d'autres dérives et problèmes en tout genre, qui en découlent et qui sont liés, comme nous pouvons jusqu'à présent le voir. Dans l'épisode 5 de cette série vidéo, nous verrons justement comment toutes ces choses seraient complètement transformées dans une société non marchande, ou autrement dit un paradigme, un monde non marchand, dans laquelle la majorité des dérives n'existeraient plus, dont la guerre commerciale. Poursuivons avec plusieurs études sérieuses sur l'influence de l'argent sur le comportement humain.
diverses études sérieuses scientifiques ont également démontré que le simple fait de penser à l'argent et ou d'avoir de l'argent dans les mains diminue l'empathie, la compassion et les valeurs éthiques et morales, et que ça favorise les problèmes de dépendance et d'addiction. Et cela, quel que soit notre niveau de revenu et de richesse. En soi, cela peut conduire à un comportement immoral, pousse à mal se comporter, à mentir, à vouloir écraser l'autre en gagnant, tout en se moquant des plus pauvres de manière assez perverse. Ou du moins, ça pousse à davantage le faire. Il ne faut pas non plus généraliser, car beaucoup de facteurs en dépendent, environnementaux, sociaux, psychologiques, etc. Mais cela reste bien réel. Numéro 1. Voici une première étude qui pourrait se suffire à elle seule, réalisée par l'Institut de recherche en architecture de société durable. Affirmant, je cite, « L'argent est responsable de déséquilibres sociaux qui mettent à risque la pérennité de la civilisation humaine et de déséquilibres biophysiques qui mettent à risque la survie de l'espèce humaine. Si la civilisation et la race humaine souhaitent survivre durablement, l'argent ne pourra certainement pas être maintenu dans l'environnement social. En effet, peu importe les régulations législatives ou juridiques que le système social pourrait mettre en place, ces lois ne seront jamais intransgressibles ni immuables comme celles de l'environnement biophysique. Et comme l'argent induit des comportements chez l'humain, il trouvera toujours moyen d'identifier les failles dans ces lois pour les contourner afin de s'accaparer plus d'argent. L'observation et l'analyse des interactions comportementales entre l'humain et le concept d'argent permettent de conclure que la base du système économique est mauvaise et nuisible. Il s'agit là probablement du plus grave défaut de conception du système économique de l'environnement humain, et il perdure depuis plus de 2700 ans. Poursuivons avec d'autres études qui apparaissent également toutes dans l'article de l'étude que nous venons de voir. Le média Huffington Post a réalisé un super article de synthèse en français sur lequel je vais me baser pour présenter ces études-là. Numéro 2. Des recherches publiées par le journal Psychological Science, en français Sciences psychologiques, ont constaté que les personnes moins aisées déchiffraient mieux les expressions faciales d'autrui, signe majeur d'empathie, que les plus riches. Si manquer de ressources crée une plus grande intelligence émotionnelle, avoir plus de moyens peut être l'unique source d'un mauvais comportement. Bien que, personnellement, j'estime que cela soit à prendre avec des pincettes, car l'inverse peut également être vrai. Si par exemple un individu n'a pas accès à des ressources, matérielles ou immatérielles, il peut avoir moins d'empathie. Ses comportements vont être beaucoup plus facilement primitifs pour qu'il puisse se nourrir, pour qu'il puisse également trouver sa place et, de manière plus large, trouver un sens à son existence. Et ou en raison de l'usage de drogues et de leurs effets secondaires, etc. Numéro 3. Une étude de l'université de Berkeley a conclu que même de l'argent fictif peut pousser les gens à agir avec moins de considération pour les autres. Les chercheurs ont ainsi noté que lorsque deux étudiants jouent au Monopoly, qui est un jeu similaire au système capitaliste dans lequel nous vivons, relié au système marchand, l'un recevant au départ bien plus d'argent que le second, le joueur le plus riche manifeste d'abord de la gêne. Mais il se met à jouer ensuite plus agressivement, occupant davantage le terrain, et finit même par se moquer du joueur plus pauvre. Numéro 4. Une autre étude de Berkeley a constaté qu'à San Francisco, où selon la loi, les voitures doivent s'arrêter devant les passages piétons pour laisser passer les gens, les conducteurs de voitures de luxe s'arrêtaient 4 fois moins que ceux conduisant des voitures moins chères. Ils étaient également plus enclins à couper la route aux autres conducteurs. Numéro 5. Une autre étude a suggéré que le simple fait de penser à l'argent peut conduire à un comportement immoral. Des chercheurs d'Harvard et de l'université d'Utah ont établi que les participants à l'étude avaient plus tendance à mentir ou à se comporter de façon immorale après avoir entendu des mots en rapport avec l'argent. Je cite, « Même quand on est bien intentionné, même quand on pense
qu'on sait reconnaître le bien du mal, il existe des facteurs qui influencent nos décisions et nos comportements dont on n'a pas conscience. Numéro 6. Ensuite, un certain nombre d'études ont constaté que les enfants riches sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de dépendance. Les chercheurs ont découvert que ces enfants semblaient encore plus enclins à intérioriser leurs problèmes, ce qui a été associé aux problèmes de dépendance. Et il ne s'agit pas que des adolescents. Même à l'âge adulte, les personnes riches consomment 27% de plus d'alcool que les personnes pauvres. Si l'argent lui-même ne provoque pas d'addiction ou de dépendance à l'alcool, la drogue, les médicaments, la richesse a été associée à un risque plus élevé de problèmes d'addiction. De plus, l'argent lui-même peut devenir addictif. Numéro 7. La quête de la richesse en elle-même peut aussi devenir une obsession. Comme l'explique le psychologue Dr. Tyan Dayton, on considère souvent le besoin compulsif d'avoir de l'argent comme appartenant à un genre d'addiction répertorié comme les addictions ou dépendances comportementales, qui sont à distinguer de la toxicomanie. Actuellement, l'idée de dépendance comportementale est largement acceptée. C'est une dépendance qui implique une relation compulsive et ou incontrôlable avec certains comportements tels que le jeu, le sexe, l'alimentation et même l'argent. Dans ce type d'addiction comportementale, se produit un changement neuronal semblable aux effets de l'alcool ou des drogues sur l'humeur. Quand ce type de dépendance s'exerce sur certaines activités, comme regarder de la pornographie, avoir une alimentation compulsive ou un rapport obsessionnel à l'argent, cela peut déclencher la production d'hormones, comme la dopamine, qui provoque une sensation de planer, similaire à la réaction chimique provoquée par la drogue. Une personne dépendante de ce genre de comportement a appris inconsciemment à manipuler l'équilibre chimique de son propre cerveau. Bien qu'une addiction comportementale diffère d'une addiction physique, elle implique bien un comportement compulsif. En ce cas, une dépendance à la sensation positive provoquée par le fait d'avoir de l'argent ou des biens qui peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être de l'individu. L'addiction au fait de dépenser de l'argent, connue parfois sous le nom d'achat compulsif, est un autre genre plus répandu de dépendance comportementale associée à l'argent. L'argent étant bien sûr lui-même relié au système marchand, il en va de même pour tous les autres moyens d'échange qui ont pour but de marchander. Même si la majorité des études ont surtout été menées sur l'argent en lui-même, donc sur la monnaie, et non pas sur le système marchand global, mais personnellement ça me semble évident, puisque l'argent est tout simplement relié au système marchand. La monnaie, le système monétaire, encore une fois, est relié au système marchand. Nous pouvons marchander avec une monnaie ou pas. Mais le fonctionnement même du système marchand reste le même, pour ne pas répéter tout ce que nous avons vu. Et nous reviendrons également sur tout ça par la suite dans les épisodes suivants. Il ne faut pas généraliser, mais les études restent intéressantes. Bien qu'elles puissent certes être orientées vers le résultat espéré, comme beaucoup d'études finalement, notamment tant que l'on sera dans un système marchand, encore une fois. Mais pour ce genre d'études, je pense qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt derrière, puisqu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à, en quelque sorte, dénoncer le fonctionnement du système dans lequel nous sommes. Au contraire. Et la plupart des choses qui en ressortent restent majoritairement objectives et factuelles. Poursuivons avec plusieurs autres études sur la pauvreté et sur la biodiversité, incluant les ressources. Numéro 1. Selon divers rapports, 3 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à un régime alimentaire sain en 2020. Soit 112 millions de plus qu'en 2019, ce qui reflète les effets de l'inflation des prix alimentaires à la consommation, découlant des impacts économiques du Covid-19. On estime à 45 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'émaciation, la forme la plus mortelle de malnutrition, qui multiplie jusqu'à 12 fois le risque de décès des enfants. En outre, 149 millions d'enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance et de développement dû à un manque chronique de nutriments essentiels dans leur alimentation,
tandis que 39 millions se trouvaient en surpoids. Environ 2,3 milliards d'êtres humains dans le monde, soit 29,3% de la population, se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou sévère en 2021. La hausse des prix risque de faire basculer des millions d'êtres humains supplémentaires dans la pauvreté et la faim, dont des millions d'enfants qui meurent chaque année avant l'âge de 5 ans. Les projections pour l'avenir indiquent que près de 670 millions d'êtres humains, soit 8% de la population mondiale, seront encore confrontés à la faim en 2030, même en tenant compte d'une reprise économique mondiale. Ce chiffre est similaire à celui de 2015, lorsque l'objectif d'éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, d'ici à la fin de la décennie, avait été fixé dans le cadre du programme 2030 pour le développement durable. Numéro 2. 25 000 êtres humains, tout âge confondu, meurent de faim chaque jour et des causes associées, dont plus de 10 000 enfants. Alors que nous pourrions largement nourrir ces mêmes êtres humains. Par ailleurs, au sujet de la surpopulation, l'intellectuel Martin Kaparos affirme, je cite, « L'agriculture mondiale pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. Mais toutes les 5 secondes, un enfant meurt de faim. » Et David Satterthwaite, chercheur principal à l'Institut international de l'environnement et du développement de Londres, affirme à ce sujet que, je cite, « Ce n'est pas le nombre de personnes sur la planète qui pose problème, mais le nombre de consommateurs, tout comme l'ampleur et la nature de leur consommation. » Il cite Gandhi, « Le monde a suffisamment pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. » Numéro 3. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé affirme, je cite, « La moitié de la population de la planète n'a pas accès aux services de santé essentiels. » Et concernant les sans-abri, en France, ils sont environ 300 000 pour 3 millions de logements vides, et en Europe, ils sont 4 millions pour 11 millions de logements vides. Ce qui veut donc dire que nous sommes déjà en mesure de loger tout le monde, mais l'argent, et au sens large le commerce, empêche cela. Ce qui est également très probablement le cas pour le reste du monde. Donc, allons-nous continuer à éventuellement donner la pièce aux mendiants assis par terre, ou bien allons-nous éviter ce type de situation? Car nous sommes collectivement, dès aujourd'hui, en mesure de changer cela, ou plutôt d'éviter cela. Situation dans laquelle nous ne sommes nous-mêmes pas épargnés de vivre. Je cite, « Vous voulez les misérables, ou autrement dit les pauvres, secourus? Moi, je veux la misère supprimée. » Victor Hugo. Tout est dit. Numéro 4. Dans le monde, environ un tiers, soit 30%, de la part comestible des aliments destinés à la consommation humaine est perdu ou gaspillé, équivalent à environ 1,3 milliard de tonnes par an. Les denrées sont gaspillées tout au long de la chaîne alimentaire, de la production initiale à la consommation finale par les populations. Numéro 5. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 6 semaines, affirme l'expert Walter Stehel, directeur de l'Institut de la durée à Genève. Numéro 6. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, il faudrait plus d'une demi-planète en plus pour répondre aux besoins et désirs de l'humanité en 2023, soit 1,7 planètes. Et si toute l'humanité consommait comme les Français, nous aurions besoin de 2,9 planètes, soit quasiment le triple que ce que la nature semble pouvoir nous offrir, notamment à cause du gaspillage. Numéro 7. Concernant la souffrance animale, selon L214 et d'autres sources et études, environ 8 animaux sur 10, soit 80%, abattus pour l'alimentation humaine en France, c'est-à-dire des dizaines de millions,
sont issus des élevages intensifs, afin d'engendrer plus de profits, ainsi que des milliards chaque année dans le monde. Ces chiffres montrent que sur plus d'1 milliard d'animaux tués chaque année en France, au moins 850 millions, soit environ 8 animaux sur 10, sont confinés dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur, en 2018. Numéro 8. De plus, une enquête diffusée sur Arte affirme que 80% des animaux qui sont consommés dans le monde, donc pas uniquement en France, passent leur vie enfermés dans des usines d'élevage intensif et n'ont aucun contact avec la nature. Je cite, « Ce documentaire, du nom de l'usine des animaux, sorti en 2023, recueille les témoignages d'éleveurs, de chercheurs, historiens, sociologues, économistes et de militants de la cause animale, tels que l'association L214. Il montre comment les multinationales, les gouvernements, les scientifiques et les consommateurs ont fabriqué ou permis ce système, dans lequel la violence est devenue la norme, et les animaux, de simples marchandises soumises aux lois du marché. » Numéro 9. Un rapport de Greenpeace démontre également que les conséquences de la surexploitation des ressources et des animaux, qui plus est en élevage intensif, sont nombreuses. Je cite, « Destruction de la biodiversité et déforestation, émissions de gaz à effet de serre et changement climatique, pollution des cours d'eau, mainmise des multinationales au détriment des petits agriculteurs, mais aussi souvent cruauté animale et impact néfaste sur la santé humaine. Notre consommation effrénée de viande et de produits laitiers, issus de l'élevage industriel, a des effets délétères à bien des égards. » Numéro 10. Concernant la pollution. Une première étude publiée dans la revue de Lancet Planetary Health affirme que la pollution de l'air, de l'eau et des sols tue chaque année 9 millions de personnes dans le monde. Un décès sur 6, soit 16%, serait attribuable aux substances toxiques présentes dans l'environnement. Une trentaine de chercheurs ont contribué à cette étude. Les gouvernements semblent pourtant peu se préoccuper du problème. Je cite, « En dépit d'énormes répercussions sur la santé, de mieux en mieux documentées, et de préoccupations grandissantes dans la population, l'attention et les moyens portés à la lutte contre la pollution n'ont que très peu augmenté depuis 2015. » Commente auprès du média Le Monde, Richard Fuller, l'auteur principal de ce rapport. Et une seconde étude d'Harvard, Université College de Londres et d'autres universités, parue le 9 février 2021, conclut avec des chiffres encore plus tragiques, disant que 1 mort sur 5 dans le monde est liée à la pollution de l'air extérieur causée par la combustion des énergies fossiles, principalement le charbon et le diesel. En France, ce sont 97 242 morts prématurées de personnes de plus de 14 ans qui sont attribuées à la pollution de l'air due à la combustion des énergies fossiles. Une surmortalité fortement concentrée dans l'agglomération parisienne. Sans parler de la pollution des sols, avec l'utilisation de produits chimiques empirant le tout, dont les pesticides, qui se retrouvent dans nos assiettes et qui affectent notre santé, comme celle des autres espèces. Numéro 11. Et enfin, pour terminer, 15 000 scientifiques de 184 pays soulignent l'état alarmant des indicateurs de l'état de la planète et appellent à agir concrètement contre, je cite, « une souffrance généralisée et une perte catastrophique de biodiversité », dont 70% des animaux sauvages, autrement dit de la faune animalière, qui auraient à ce jour disparu en une 50aine d'années, selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature de 2022. Faisons brièvement le point sur tout ce que nous révèlent ces études sur la pauvreté et sur la biodiversité, incluant les ressources. En bref, la majorité des problèmes écologiques, tels que la destruction de la biodiversité, la pollution, etc., ne sont que les conséquences de ce système dans lequel nous vivons, et les gouvernements et les États en sont les principaux acteurs, de par leur forte croissance, de par le fonctionnement même du système marchand, notamment dans ce modèle économique capitaliste,
Aujourd'hui, il ne faut pas non plus se déresponsabiliser, nous sommes tous responsables, mais ce sont les acteurs principaux. Et si vraiment ils voudraient changer ça, eh bien ils parleraient du système marchand. Ils parleraient de tout ça, et le monde aurait déjà bien changé. Que ce soit pour résolver les problèmes de famine ou autre. Mais, apparemment, ce n'est pas leur objectif. Mais ils prétendent vouloir sauver la planète en se plaçant en sauveur. Leurs faits et gestes sont à l'extrême opposé de ce qu'ils disent vouloir. Bien que nous ne puissions pas être parfaits, et que nous soyons dans tous les cas tous responsables, je le répète. Sans cela, nous serions tous en mesure de vivre de manière durable jusqu'à un certain seuil. Certains scientifiques parlent du seuil de 10 à 12 milliards à ne pas dépasser, seuil lui aussi assez controversé, car ce seuil-là ne prend pas en compte un monde non marchand et sans dirigeant, dans lequel les ressources seraient réparties, dans lequel il n'y aurait plus d'abus ou très peu, etc., etc. L'humanité s'enfonce de jour en jour, depuis des décennies, et frôle le point de non-retour, qui pourrait la faire disparaître sous peu. Un bilan catastrophique de l'état de santé du monde, incluant toutes les espèces et les ressources. Tout cela n'est que la conséquence logique de ce système, basé sur le fait de produire pour gagner, et sur la consommation et la surconsommation. Rappel, s'il n'y a plus de consommateurs ou moins, l'entreprise en question s'effondre, comme le système lui-même. Et nous sommes à la fois tous consommateurs et entrepreneurs ou salariés d'une entreprise. Voici encore plusieurs autres études sérieuses, cette fois-ci axées sur les inégalités croissantes dans le monde, en plus des autres études que nous avons vues précédemment, sur la pauvreté et la biodiversité incluant les ressources, ainsi que sur l'influence de l'argent sur le comportement humain. Numéro 1. 1% de la population mondiale détient plus de richesses, comprenant l'argent, les ressources et les biens matériels, que les 99% restants. Je répète, 1% des êtres humains détiennent plus de richesses à eux seuls que les 99% restants réunis. Pire, ils détiennent à eux seuls 2 fois la richesse de 6,9 milliards d'êtres humains. C'est une étude d'Oxfam de 2020. Numéro 2. Dont 26 personnes qui possèdent autant d'argent que 3,8 milliards d'êtres humains réunis. Donc que la moitié de la population mondiale. Cette étude-là date de janvier 2019, pour l'année 2018. Elle a également été menée par Oxfam. Notons qu'en 2016, le chiffre était de 62 personnes. Numéro 3. Et 50% ou plus des richesses mondiales, incluant l'argent, les ressources de la planète et les biens, sont détenues par ces mêmes 1%. Oxfam 2021. Et le chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année, là aussi. Oxfam s'exprime sur le sujet en disant, je cite, « Lorsque 1% de la population s'accapare la moitié des richesses mondiales, cela a des conséquences durables sur l'économie, la société et même sur la planète. Oxfam n'est pas contre la richesse, mais contre un système économique qui aggrave les inégalités, qui enferme des millions de personnes dans la pauvreté et qui détruit la planète. Il faut à tout prix sortir du mythe du ruissellement, selon lequel l'enrichissement des milliardaires favoriserait celui des populations moins riches. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, alors que les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux et aussi riches, près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5,5 $ par jour. Les inégalités extrêmes créent donc des trappes à pauvreté, où des millions de personnes restent aujourd'hui enfermées. Alors, pour conclure sur tout ça, demandons-nous à quoi sert réellement l'argent, ainsi que le fait de marchander, et à qui cela profite-t-il vraiment? En fait, le système marchand est réellement gagnant pour une minorité de personnes, comme les banques, les États et certaines entreprises,
dont des êtres humains bienveillants qui sont partis de zéro et qui se sont construits entre guillemets tout seuls, avec notamment l'aide des autres, qu'ils sont pour beaucoup allés chercher, mais qui restent malgré tout privilégiés dans ce système, et ils le savent. Certains êtres humains le revendiquent eux-mêmes, et ce n'est donc pas des mauvais êtres humains, entre guillemets. Certains d'entre eux peuvent justement profiter de leur richesse pour contribuer au bien de l'humanité dans ce monde-là, faire des actes de charité, bâtir de plus gros projets, créer leur propre retraite par eux-mêmes sans compter sur l'État, mieux payer leurs collaborateurs, se sécuriser et avoir plus de liberté, expérimenter la vie de manière plus amplifiée dans ce monde-là, contraint par le commerce, améliorer leur bien-être et énergie pour ainsi avoir un plus grand impact positif pour les autres, contribuer à des causes, etc. Bien que beaucoup se servent de ça pour se défiscaliser, en se faisant passer pour des philanthropes, et s'enrichir encore plus, grâce aux dons, et ou, via leur image positive, la médiatisation, etc. Il y a certes du positif et du négatif partout, mais il est important de préciser que ces personnes-là le font dans un but totalement calculateur, elles le font surtout pour les éléments cités. Par ailleurs, dans un monde non marchand, toutes les causes associatives disparaîtraient, car c'est principalement le commerce qui en est à l'origine. Le domaine de la recherche et du médical s'occuperait des dernières causes existantes, le cas échéant, comme certains handicaps, mais sans aucune contrainte marchande, qui empêchait jusqu'alors d'avoir les fonds nécessaires, et ou, à cause des dépôts de brevets, des conflits d'intérêts, de la perte de profit engendrée, etc. Nous sommes donc dans un système qui exploite la majorité des êtres vivants, incluant l'être humain et toutes les autres espèces, au profit d'une minorité. À titre d'exemple personnel, je pourrais de mon côté très bien continuer à prospérer au sein de mes activités entrepreneuriales, lucratives, en vivant de mes passions, en m'enrichissant extérieurement et en fermant les yeux sur le monde, tout en essayant d'apporter de l'aide et de la valeur. Mais faire cela serait me tirer une balle dans le pied, car tout humain, notamment privilégié, est menacé d'extinction, via la destruction de la biodiversité et le chaos environnant, tout en devant maintenir sa croissance et sa richesse extérieure dans ce monde de gagnants-perdants, dans cette immense guerre commerciale. En plus de la question éthique et morale, en ayant sur la conscience tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. À noter que les privilégiés ne le sont donc pas tant que ça. Ce système ne leur est finalement pas si profitable non plus, pour les raisons abordées. En sachant que beaucoup de, entre guillemets, privilégiés bienveillants en sont les principaux acteurs via leur forte croissance, notamment dans ce modèle économique capitaliste empirant les choses, relié au système marchand, et en alimentant ce système et ses dérives, que ce soit conscient ou inconscient. Or, quelques-uns, conscients, sont à ce jour prêts à sortir de ce jeu infernal.